Et on... Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Micro ciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Je retrouve deux personnes que vous connaissez assez bien. Déjà, Alex Acalafuite en vidéo, vous le connaissez, il a sa propre chaîne de YouTube. Bonjour les amis. Pardon. Bonjour à toi et lui et moi, nous étions tranquilles, peinards, dans nos coins respectifs. On sirotait la vie, comme dirait Edouard Baird. Et puis, il y a ce monsieur en bas, c'est Hurluberlu, qui nous a contacté, Vivien Lejeune, vous le connaissez. J'aime bien Hurluberlu, j'aime bien. Voilà, et en plus de cela, il était déjà venu récemment sur la chaîne pour nous parler de son dernier livre concernant le Hobbit, édité chez Ferd d'édition, toujours d'actualité. Et il nous dit, ça vous dirait de faire quelque chose sur The Crow, mais les deux, hein, c'est-à-dire celle de 94 et celle de 2024. Bon, on peut pas refuser à Vivien, donc on a dit oui. Et Alex, je crois pas, non, il n'était pas d'accord au départ, mais bon, après, je balance les dossiers. Donc, nous sommes réunis tous les trois aujourd'hui pour parler de ces deux films, essayer de comprendre peut-être, mais aussi comprendre peut-être comment était un certain cinéma à l'époque et comment il est devenu aujourd'hui. Ça peut être intéressant aussi, s'il y a eu un changement ou pas, je ne sais pas. Et ils vont bien, je ne leur demande pas s'ils vont bien, ils vont bien. Et donc, première question, tout de suite, pour toi, Vivien, pourquoi faire ça? Pourquoi vous infligez ça pour annoncer la couleur tout de suite? Que s'est-il passé? Je vais commencer par ce qui est rigolo, parce que ce qui est très rigolo, c'est le message vocal que nous a laissé Alex suite à la proposition, où il nous expliquait, tu m'en veux pas, hein, je dévoile, hein, je balance, qu'il n'avait pas prévu de regarder le nouveau film, donc The Crow 2024, appelons-le comme ça pour éviter toute ambiguïté, qu'il n'avait même pas tenu à la bande-annonce et que du coup, il ne tenait pas à regarder le film dans son entièreté. Et donc, je vais être à blâmer pour le fait que dans sa vie, il aura vu au moins une fois, du coup, ce The Crow 2024. Et la réponse moins rigolote, c'est que ce film m'a mis en colère. Voilà. Ce film m'a mis en colère. Et je ne l'ai pas juste pas aimé, c'est un film qui m'a mis en colère. Pour plein de raisons que je trouve hyper importantes. Et si je devais le résumer, c'est parce que The Crow de 94 et avant ça, The Crow, le comics, le roman graphique, appelons-le comme vous voulez, restons sur le film d'abord, c'est micro-ciné, c'est un film qui a une âme, voire même qui en possède plusieurs. Voilà. Le film en lui-même a une âme cinématographique et il est le porteur de plusieurs âmes, plusieurs belles âmes, des âmes tourmentées, des âmes avec lesquelles on ne peut pas jouer et faire n'importe quoi. Or, The Crow 2024 se permet de faire n'importe quoi en ce sens-là. Alors après, depuis, j'ai vu de ci, de là, je ne vais pas dire des critiques, mais des avis de gens généralement plus jeunes que nous, donc ça va être intéressant, peut-être à un moment donné, au cours de la discussion, apprécier ce nouveau film. Alors je ne sais pas pour autant si les avis positifs que j'ai vus passer viennent de gens qui ont lu le comics, ont vu et retenu la version de 1994, qui, mine de rien, est un petit peu vieille maintenant, donc c'est plus les codes visuels d'aujourd'hui, c'est plus les codes d'honneur non plus d'aujourd'hui, c'est plus les préoccupations d'aujourd'hui. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais très envie de vous réunir et qu'on en parle ensemble, parce que je savais qu'avec Alex, je pense savoir qu'avec Alex, on a une passion commune pour le film d'Alex Proyat, j'imagine. On n'a jamais eu l'occasion d'en parler ensemble, mais j'imagine que c'est le cas. Et surtout, ça me permettait aussi de mettre en avant un travail musical, assez exceptionnel dans la version Proyat, attention, et surtout en relation avec les envies, les besoins, même j'ai envie de dire, les besoins viscéraux de James Hobart, le créateur originel, en fait. Voilà. Donc, j'avais envie qu'on parle de tout ça, non pas uniquement pour faire un procès facile et bâclé et hâtif de ce The Crow 2024, mais surtout pour, sans mauvais jeu de mots, réveiller positivement les morts, on va dire, et remettre les choses à leur place,
et dire qu'en vieux boomer que nous sommes, si on va défendre la version 94, c'est pas uniquement par nostalgie, bien au contraire. Voilà, ça passe d'abord par l'histoire de James Hobart, puis celle de Brandon Lee, puis avant même de ça, d'une jeune femme qui s'appelait Beverly, qu'il faudra jamais oublier, c'est super important. Et je suis déjà trop long donc pour une introduction. Mais voilà, et comme on aime bien chez Microciné avec Samir dire, il faut rester dans le film, il y a parfois des projets où on ne peut pas juste rester dans le film, et The Crow est de ces projets-là, à mon sens. Voilà. Ouais, mais il faudra bien rester dans le film, parce que moi, personnellement, je suis peut-être un boomer, mais j'ai jamais été très, très sensible au film The Crow d'Alex Proyas. Hein. C'est pas un film que j'ai dû le voir 2 fois, et à chaque fois, c'était plus de l'ennui qu'autre chose. Donc, très bien, merci pour cette superbe émission. On se retrouvera très bientôt. Il y a 5 mois, tu étais sympathique. Qu'est-ce qui s'est passé en 5 mois? C'est la version. Moi, je veux la version Alex d'il y a 5 mois contre cette nouvelle version-là. S'il vous plaît, monsieur. Non, mais c'est intéressant parce que tu parlais d'une certaine génération, Vivien. Bon, j'en fais pas partie de cette génération, mais ça ne veut pas dire pour autant que… Non, c'est un film que j'ai pas forcément… Je ne l'ai pas rejeté non plus, mais ça ne m'a jamais marqué. Et la seconde version, pour le coup, que j'ai trouvé, que je trouve là aussi, je ne suis pas très sensible à ça, mais elle est exactement à l'image d'un certain cinéma qui se fait depuis maintenant plus de 20 ans et dont vous avez deviné un petit peu les ressorts narratifs. Et donc ça aussi, ce sera, je pense, intéressant de voir ce qu'il en est. Alex, Vivien supputé, mais je pense qu'il a raison, on va voir. C'est quoi The Crow dans ta vie? Les gros mots dans ta vie. The Crow, c'est un film que j'affectionne particulièrement, mais pas forcément. C'est-à-dire que c'est un film où je suis d'accord, quand j'en parle avec des gens, pour dire que c'est pas un grand film au sens ambition et même sans doute impact dans le cinéma des années 90. Néanmoins, moi je me souviens, pour avoir vécu, c'est tellement vieux, sa sortie, que c'était un petit film. C'est-à-dire que quand Samir, tu dis que finalement c'était la tendance aussi d'une époque et tout, oui et non, parce que en 94, c'était vraiment pas la mode des trucs gothiques de ce genre, et les prétentions étaient pas énormissimes de mémoire. Y compris pour le studio. Enfin, ils étaient un peu surpris que ça devienne assez rapidement en culte. Pour moi, culte, ça devient par définition avec les années. Donc, mais disons qu'il y avait vraiment un effet de coup de cœur et de bouche à oreille qui était assez surprenant. Parce que, et là, je fais pas référence au décès terrible de Brandon Lee sur le tournage, parce que ça, c'était vraiment anecdotique. Et je dirais que en tout cas en France, à part les fans hardcore de Mad Movies, les gens savaient même pas, ni qui c'était, et n'étaient pas du tout au courant que l'acteur était décédé. Enfin, c'était vraiment une micro-info. Donc, je peux pas dire que ça ait aidé le film. Enfin, aux États-Unis peut-être un peu, mais en France, c'est sûr que non, pas du tout. Et moi, vraiment, par une blague. On a cru à l'époque, je me souviens très très bien, on pensait pas que c'était vrai, on pensait que c'était une légende urbaine. D'accord. Ah non, alors moi non, j'ai pas ce souvenir-là non plus. Tu vois, on était dedans. Alors là, moi, je me souviens très bien dans mon entourage, on pensait que c'était une légende urbaine. On se dit c'était tellement surréaliste parce que ça renvoyait à la mort de du père de Bruce Lee, la même configuration, la même géographie, à savoir un tournage. À un moment, on a cru que c'était faux, que c'était une légende urbaine. Et comme il n'y avait pas Internet à l'époque, c'était pas aussi rapide qu'aujourd'hui. Et je vous assure que moi, dans mon entourage, il y avait de cela. Et finalement, ça non, je te crois. Moi, je l'ai appris. En fait, Brandon Lee, c'était un acteur que je ne connaissais pas, tout simplement parce que jusque à The Crow, il n'avait pas fait un style de cinéma qui me parle. Donc en fait, j'avais glissé sans doute sur les quelques jaquettes qu'il devait y avoir dans mon vidéoclub, et je n'avais jamais été vers ces films-là. Et en plus, quand bien même je l'aurais fait, je me serais dit, oui, mais c'est pas un acteur, c'est un acrobate, ce qui est totalement respectable. Mais je veux dire que c'est un peu comme quand je dis, j'ai beaucoup d'admiration, non, mais j'ai beaucoup de sympathie
sympathie pour Van Damme, mais pour moi, ce n'est pas un acteur au sens où moi, je l'entends. Mais ce qui lui enlève rien à plein d'autres qualités, évidemment. Là, pour moi, Brandon Lee, c'est un peu ça. Donc, moi, quand j'ai vu The Crow, je l'ai vu, et là, c'est assez marrant parce que c'est rare que ça m'arrive, mais je l'ai vu par le biais de la musique. C'est-à-dire qu'en fait, ce film-là, je me suis dit, ouais, je vois le genre, bon, ça va racler les clichés pour les ados. Alors, je connaissais quand même la BD de James O'Barr. C'est bon de le dire parce qu'en France, on n'était pas très très nombreux. C'est une BD qui n'avait pas été traduite de mémoire. Moi, je l'avais trouvée en import chez Album. Mais c'est vraiment parce que j'étais très très fan de Reznor qui avait composé exprès une reprise de Joy Division pour ce projet. J'étais fan de Nine Inch Nails, tout ça, et je savais, enfin je connaissais déjà assez bien Reznor pour savoir qu'il ne se mêlait pas à des trucs médiocres, enfin, et de mon point de vue. Et l'élément qui m'a achevé, c'était la participation de Robert Smith, donc de Cure, avec là carrément une chanson Burn pour le. Enfin, c'était complètement dingue. Là, je me suis dit, ok, c'est quoi ce petit film en fait? Et voilà. Et donc j'ai acheté la BO. J'ai trouvé absolument remarquable de beauté et d'intelligence, même par rapport aux ambiances et tout. Et je suis allé voir le film sans grandes attentes, je le dis vraiment très franchement. Je souhaitais être diverti, mais et j'ai été insonné par. Pour moi, c'est comme quand on dit des fois, il y a une petite magie qui s'opère, les trucs s'alignent et tout fonctionne. Enfin, et là, moi, vraiment, j'ai trouvé que ce film-là. Avait, y compris dans sa naïveté, parce que je sais qu'il y a des gens qui disent ouais mais bon quand même vous en faites un truc, enfin quand on regarde bon oui mais non. C'est-à-dire que pour moi il y a une forme de naïveté mais qui est au sens le plus noble et le plus émouvant du mot et qui est voulu je pense et qui est quelque part qui renforce en fait la dureté parallèle de cette œuvre-là qui à côté de ça est d'une noirceur pour moi pas caricatural, et c'est important de le préciser quand même. Et j'ai été très très impressionné par le jeu de Brandon Lee, donc que moi finalement j'ai découvert, parce que sous le make-up, sous la beauté d'un jeune homme clairement charismatique, il y avait un réel jeu d'acteur percutant pour moi. Et que la photographie, enfin tout, la réalisation, l'inspiration, les idées, de mon point de vue, elle respectait totalement l'œuvre d'Obar, mais surtout, comment dire, c'est-à-dire qu'il y a des petits changements, bien évidemment, mais ils sont très respectueux et c'est là où je pense on va pouvoir tout à l'heure dire ce que c'est que évidemment, ne pas dupliquer une œuvre bêtement. On y met toujours de soi, quoi. Mais je peux comprendre la colère d'Alex Proyas face à ce remake. Enfin, c'est pas un remake d'ailleurs, c'est une nouvelle adaptation du comic et c'est comme ça que ça nous a été vendu. Et c'est bien pour ça aussi que c'est très énervant. Mais pour moi, The Crow, pour conclure rapidement, c'est un petit film indé d'une qualité incroyable, d'une beauté réelle, je trouve, dans ce qu'il dit, très dur, très sombre. Mais vraiment, enfin, je trouve qu'aujourd'hui, il y a encore la dureté de ce film fait mouche, quoi. Moi, je connais certains ados qui l'ont découvert il n'y a pas très longtemps, qui étaient assez impactés par le truc, et ça m'a fait plaisir, évidemment. Et donc voilà, donc moi, vraiment, c'est un film que je chéris, que j'aime énormément. Et c'est toute la mode de films, les enfants de The Crow, on pourrait dire, parce qu'on a eu après, à la fin des années 90, même début 2000, des films du style, c'est-à-dire avec des chansons pop rock un peu déprimées, des visuels, mais alors vraiment racoleurs, il y en a eu pas mal. Et pour moi, c'est que de la merde. Mais tous. Enfin, je les ai subis parce que je suis curieux, mais j'en ai vu aucun qui méritait d'être vu en réalité, quoi. Donc pour moi, The Crow, c'est un petit miracle, je pense. Voilà. Si on compare, parce qu'allons dans le vif du sujet maintenant, si on compare la version de 94 et celle de 2024, en prenant d'abord comme premier angle le contexte. Si je dis par exemple que le contexte de l'époque, donc de 1994, il y avait un certain cinéma américain qui
n'était pas pleinement sensible, mais qui s'intéressait de plus en plus. On peut citer Tim Burton, mais il y en a d'autres, à des récits très sombres, voire parfois, je dis bien parfois gothiques. Il y avait la musique grunge qui arrivait aussi, qui était très intéressante. Et qui, oui, en tout cas, il y avait un mouvement, plutôt un mouvement grunge. Et C'est vrai. ça, c'est 94. Si on regarde 2024, il y a depuis 20 et quelques années une espèce d'essor comme ça de films. Ça a donné même un genre bien propre avec une industrie qui est le film de super-héros très modernisé. Et il y a des récits qui parfois explorent beaucoup plus la psyché des personnages de manière peut-être un peu plus nuancée, mais ça ne donne pas forcément des films de cinéma intéressants. Voilà, il y a de cela. Est-ce que et c'était aussi peut-être une manière de séduire une nouvelle génération. Est-ce que ce que je vous dis par là, par rapport au contexte de 94, au contexte 2024, est-ce que ça vous parle ou est-ce que vous avez des choses à rajouter ou peut-être des choses à contredire? Vivien, par exemple. Non, non, ça me parle. Je pense que ça fait partie des problèmes, on va dire, de la perception de ce nouveau film, en fait. Mmh. Peut-être de bien des façons, il cherche trop à correspondre, voilà, aux marqueurs de son temps, du temps actuel. Voilà. Et donc de séduire volontairement une nouvelle catégorie de personnes et de dire aux vieux cons comme nous, de toute façon, ce film n'est pas pour vous. Donc, c'est pas grave si vous restez à la porte du cinéma. Ce film, on l'a pas fait pour vous. C'est pas grave. Voilà. Moi, je le prends un peu comme ça. Et ça, ce côté-là, à la limite, me dérange pas. Ce qui me dérange plus, c'est la différence de traitement de l'histoire en elle-même. Pour rester dans le film, on a plus de 40 minutes d'exposition des personnages, de leurs relations. Voilà. 40 minutes pour découvrir comment ils se rencontrent, pourquoi et comment ils tombent amoureux, dans quel contexte, on les voit vivre un petit peu, C'est dans etc. la C'est version très 2024, pour dans la version ceux qui 2024, hein, voilà. n'auraient pas Donc ça, vu ni c'est l'un, ni l'une, ni l'autre. voilà, sur fond de désespérance totale, y compris pour les héros, en fait. Il n'y a pas de beauté dans leur relation. Enfin, moi, je la vois pas, je la ressens pas. Là, on a un couple vraiment de paumés, de toxicos, de gens. Elle est carrément, elle s'en souvient même pas, mais elle est en prise à une secte, en plus de malfaisante et liée au surnaturel directement, etc. Donc, on a un besoin d'en rajouter, alors que selon moi, l'efficacité et l'immédiateté de The Crow 94, c'était justement ce contexte de tout aller très vite, comme dans le comics. Voilà, juste quelques flashs, des fractions de secondes suffisent à nous faire ressentir cet amour-là de ces deux jeunes personnes qui étaient ni toxicos, ni prisonniers, ni enfermés dans quoi que ce soit, qui étaient juste des jeunes, alors un peu comment dire ça, à fleur de peau dans leur existence. Voilà, lui musicien, rocker, etc. Donc il y avait des troncs communs dans ces figures-là de personnages. Mais c'est là où je dois sortir un peu du film, en fait. C'est que je vais rappeler très brièvement d'où ça vient, tout ça. Qui est James Hobart? Je vais faire court, mais c'est super important. James Hobart, c'est quelqu'un déjà qui connaît même pas sa vraie date de naissance parce qu'il naît dans une caravane. Sa mère est complètement défoncée. Pendant plusieurs jours, elle accouche toute seule. On la découvre avec son bébé dans cette caravane. Donc, il est placé à l'orphelinat pendant 7 ans avant de faire tout un cheminement de famille d'accueil en famille d'accueil, etc. Donc, James Hobart, l'inventeur de The Crow, est une âme tourmentée à la base. Il n'a vraiment pas une vie facile. Voilà. En plus, il est très introverti, il ne s'exprime qu'à travers le dessin. Donc, tout ça est très compliqué. Et quand il a 16 ans, il rencontre une jeune femme qui s'appelle Beverly et qui est l'exact opposé de lui, qui est, comme il l'a décrit lui-même, lumineuse, qui lui apporte tout, qui lui fait voir enfin la vie sur le prisme de la beauté, de la bonté. Enfin, voilà. Et c'est exactement ce qu'il essaye de transmettre avec le personnage de Shelley, oui, voilà, dans sa bande dessinée. Et le destin cruel veut qu'un chauffeur ivre dévale une rue à une vitesse pas permise, la percute et la tue sur le coup. Donc, en fait, James Hobart, qui pensait renaître enfin à une vraie forme de vie, et ben cette vie promise, on la lui coupe sous le pied de la manière la plus difficile qui soit. Et pour lui, il se dit, la vie, en fait, je vais continuer à ne faire que souffrir tout le temps. Et il s'engage
quelques années dans l'armée, il part en Europe, il est de Détroit à l'origine, il part en Europe, il vit un peu à Berlin, etc. Il veut s'endurcir, il veut revenir, et en fait, il n'a qu'une idée en tête, c'est lui qui le raconte dans des interviews, c'est pas de la spéculation, il veut se venger de ce chauffard. Il n'a pas confiance, il ne croit pas au système judiciaire. Alors, je dis pas que c'est un modèle à suivre, hein, mais voilà, c'est quelqu'un qui revient sur le territoire des faits en voulant se venger, en voulant tuer le chauffard. Voilà. Or, quand il revient et qu'il le recherche, il se rend compte que ce chauffard est déjà mort. De mort naturelle. On ne sait pas quoi, mais dans le laps de temps, ce chauffard est décédé. Donc, en fait, quelque part, il est privé de la vengeance qu'il espérait expérimenter. Et il dessine. Et il dessine pendant pas loin de 10 ans, un petit peu moins. Voilà. Et il pond The Crow pour lui-même. Chaque page est une douleur graphique. Chaque page est le fruit d'une détresse réelle et d'un exutoire. Voilà. Donc, c'est une œuvre sincère. Et quand je parlais d'âme en début d'émission, ça vient de là. Voilà. Il trouve du réconfort à l'époque, hein, on est fin des années 70 et il dessine tout le long des années 80. Il découvre Joy Division, le groupe, et il se retrouve dans les textes, et comme ça le fait à plein de jeunes, ça lui fait du bien. Il se sent moins seul grâce à la musique. Donc, il y a Bowie, il y a Joy Division, il y a Iggy Pop, il y a les Cure et tout ça. Et en fait, tout ça est nourri. Il dessine et il fait son histoire en écoutant des chansons. D'ailleurs, certaines chansons sont reprises dans le roman graphique en intégralité. Il y a des pages avec des dessins et les textes des chansons. Et il y a aussi du Rimbaud, il y a aussi du Voltaire. Donc, c'est quelqu'un qui fait vivre la poésie. Alors, oui, macabre, lugubre, à travers tout ce qu'il a à exprimer, quoi. Et je trouvais ça assez fascinant que le film d'Alex Proyat réussisse à condenser tout ça de belle manière et à proposer un spectacle, pour le coup, je trouve, complètement inédit. Au point que moi, quand je le découvre en 94, la semaine de la sortie, alors moi, j'aimais beaucoup Bruce Lee quand j'étais petit, sans pour autant m'être penché vers les films de kung-fu et tout ça. Donc, j'avais vu Rapid Fire par curiosité parce que je savais que c'était le fils de Bruce Lee, Brandon, qui jouait dedans. Donc, quand arrive The Crow, j'ai vu Brandon Lee uniquement dans ce film, dans Rapid Fire, film que j'ai pas aimé, qui, comme Alex d'ailleurs, correspond pas du tout à mon désir de cinéma. Mais bon, je le trouvais bel homme et puis c'est tout. Et voilà, j'imaginais pas une carrière plus dramatique que ça, dans le bon sens dramatique, hein, de dramaturgie, quoi. Et quand je découvre le film d'Alex Proyat, je me prends une droite, deux droites, trois droites, et à chaque séquence, je m'en prends une. Et ça déploie en moi un goût illustratif. De l'imagerie gothique que j'aime tant. Ça ranime aussi un sens de la justice qui n'est pas celle du peuple, voilà, qui est de la justice auto-proclamée, auto-faite. Alors là, c'est très bien parce que ce n'est qu'un exutoire. Voilà, hein, voilà, il a besoin de ça. Et moi, déjà à l'époque, je me disais, quand je prie, je suis pas croyant, mais je prie quand même, que jamais il ne m'arrive quoi que ce soit de cet acabit-là et que jamais j'ai besoin de la justice dans le système qu'on lui connaît. Parce que je sais que moi, s'il m'arrivait la moitié de ce qui arrive au personnage, j'aurais un besoin naturel, un ressenti de vengeance et de violence avant d'avoir une réaction passive et de confier les rênes à la justice sociale. Je me connais, je sais que je serais dans... Je ne dis pas que je passerai à aucun acte ou quoi que ce soit, mais voilà, je suis content de ne pas avoir eu le faire. Lui, il s'est confronté à ça. Et quand les studios commencent à s'intéresser à ce livre qui sort, enfin son roman graphique qui sort dans une toute petite structure, parce que c'est un ami à lui à qui il achetait des comics toutes les semaines, qui a 3 petites boutiques dans Détroit et qui va du coup, à force de côtoyer des gens qui dessinent, créer sa propre petite maison d'édition. Donc The Crow va sortir comme ça et devenir un petit événement par sa sincérité, en fait. C'est très... je vais vous montrer deux, trois planches, mais déjà c'est en noir et blanc, c'est très très graphique. Voilà, tout est très violent. L'histoire, elle se résume à peau de chagrin. On a un couple au bord de la route, on les tue pour rien, pour leur voler une bague de fiançailles, c'est-à-dire pas grand-chose. Et Shelley est violée, tout ce qu'on veut. Lui est assassiné aussi. Et c'est juste un prétexte. Le fantastique devient un prétexte. Un corbeau revient accompagner l'âme, le temps de sa vengeance, avant qu'il puisse repartir peut-être un peu plus apaisé vers un au-delà dont on ne sait rien. Ça se limite à ça.
Voilà. Ça, c'est important pour la suite voilà, pour le film de 2024 qui lui extrapole des tas de trucs. Voilà. Donc moi, je suis face à tout ça et je trouve le film graphiquement absolument splendide. J'aime beaucoup ce rythme hyper haché, très clipesque, etc. J'aime le côté complètement surréaliste des décors qui, oui, font carton-pâte, font maquette, font tout ce qu'on veut. Moi, j'aime ça. Je trouve il se dégage quelque chose de non naturel qui me séduit tout de suite. Et les musiques. Alors, les chansons, on en a parlé. Alex les a citées. Et en plus, les deux chansons Burn et Dead Souls s'enchaînent dans le film parce qu'il y a Burn des Cure qui accompagne la transformation physique d'Eric avec le maquillage et Dead Souls qui accompagne sa première avancée, on va dire, sur les toits pour aller exécuter la première victime finalement. Alors tout ça, ce sont des valeurs qui sont pas belles, hein, qui sont pas à défendre, qui sont pas propres, qui sont pas politiquement correctes. Voilà, la vengeance personnelle, ce besoin de vengeance. Voilà. Qui vient d'une détresse réelle. Et quand la production se met en place, que les droits sont achetés, il y a même un producteur d'un projet bien engagé qui vient voir James Hobart et qui lui dit voilà, on a l'opportunité de faire de The Crow une comédie musicale avec Michael Jackson. Il est d'accord, on est sur le point de signer, c'est super et tout. Et là, James Hobart, il pense à une blague en fait. Ça aussi, ça en dit long sur l'industrie. Et on est quand même, voilà, début 90 déjà, quoi. Et donc, heureusement, la passion d'Alex Proya, jumelée à celle de Brandon Lee, qui est à la base un fan absolu du comics, font que, pour une fois, l'adaptation au cinéma d'une œuvre graphique dans le cas présent se veut respectueuse, honnête envers le matériau d'origine et fait en étroite collaboration avec James Hobart, qui est sur le plateau, qui rencontre Brandon Lee, etc. Alex le rappelait, Brandon Lee meurt tragiquement d'un accident, enfin voilà, d'un morceau de balle oublié depuis des semaines, de balle réelle oubliée depuis des semaines dans un revolver, dont le déclenchement de la balle à blanc qui a bien été chargée le jour J est tiré par le comédien dans le jour du tournage, fait que Brandon Lee décède. Et là, pour James Hobart, pardon, je me rends compte que ma réponse est un peu longue, mais c'est important, je pense, de situer tout ça. Le prend comme un coup personnel. Et il va même jusqu'à se dire, quelque part, si ce chauffard n'avait pas renversé Beverly, la vraie, hein, Shelley, qu'il transforme en Shelley dans ses dessins et qui est le portrait réel de sa Beverly. Il ne veut pas la changer. Autant Eric Draven, c'est un mélange pour le visage du chanteur du groupe Bauhaus et du corps de Iggy Pop. Voilà, donc il met partout ses icônes musicales dans ses dessins, dans ce qu'il est, dans ce qu'il veut exprimer, etc. Et donc, si ce chauffard n'avait pas renversé Beverly, je n'aurais pas eu besoin d'écrire The Crow. Je n'aurais jamais écrit The Crow. Personne n'aurait acheté les droits de The Crow. Brandon Lee ne serait pas trouvé sur un tournage pour cette histoire qui n'aurait jamais existé et il ne serait pas mort de cet accident stupide, etc. Et donc, en fait, c'est un homme qui a vraiment les idées noires tout le temps, James Hobart. Alors depuis, c'est un peu reconstruit, mais pas tant que ça non plus. Donc cette œuvre-là, The Crow à la base, c'est pour ça que je parlais d'âme en ouverture d'émission, c'est que c'est une œuvre macabre à plein de niveaux. Et j'estime que quand tu la reprends après en main, tu dois pas faire n'importe quoi. Alors, je fais un petit peu exception de la série télé avec Marc Dacascos, et puis de The Crow 2, 3 et 4, qui sont des suites très voilà de l'industrie, voilà. Mais c'est plus Eric Draven et c'est plus Shelley, donc ça me pose à la limite pas de problème parce que y compris dans les comics il y a eu plein de dérivés comme ça qui sont sortis d'année en année et c'était pas dessiné par James Hobart, certains ont été co-scénarisés par lui ou fait avec son accord, etc. Là, quand la version 2024 arrive, on a l'impression de découvrir un The Crow 5. Tellement l'histoire n'a plus rien à voir avec le matériau d'origine, tellement les personnages sont très différents dans leur traitement, et pourtant, on nous vend bien le The Crow de James Hobart, avec Eric Draven et Shelley. Et c'est ça qui me pose un vrai problème, finalement. Ça aurait été un The Crow 5 aussi raté que le 2, 3 et 4, bah, limite, j'en parlerais même pas aujourd'hui, j'aurais même pas eu ce besoin d'en parler avec vous aujourd'hui. Je me serais dit, je m'en fous, c'est juste The Crow 5, on s'en fout. Mais là, non. C'est vraiment revendiqué comme un retour aux comics. Et la seule chose qui reste, c'est la violence. Bon, en plus, là, une violence plutôt numérique que je trouve pas très belle en termes d'effets visuels à l'écran, avec une surenchère qui est là pour la violence et non plus pour la vengeance. Donc, on est là pour exprimer une violence graphique juste pour le plaisir de la violence graphique et plus pour les motivations réelles des personnages, je trouve, dans le traitement de l'image. Et un traitement musical complètement... qui n'a plus rien d'intéressant au point que aucun album n'est proposé, même en digital. Il n'y a rien, il n'y a pas d'album, il n'y a pas de single qui sort. Voilà. On est plus dans l'air du temps avec du hip-hop, du trip-hop, du machin. Eric Draven est devenu un punk à chien tatoué de partout. C'est pas grave, des Starwell. Non, si c'est grave. Si ouais, pour moi, c'est grave.
Pour moi, c'est grave. Oui, mais c'est un peu compliqué parce que non, c'est un peu compliqué parce que en plus de cela, j'aime J'ai trop ni parlé. l'un ni l'autre. J'aime ni l'un ni l'autre. Et puis Alex, tu couperas la parole après. Mais ce qui est intéressant, enfin, que cela soit du trip-hop ou je ne sais quoi, ça dit aussi quelque chose de la période dans laquelle ce film est fait. Et moi, ça me dérange. Ça, on l'a établi. Ça, on l'a établi, bien sûr. Et moi, et moi, ça me dérange absolument pas, ça. Mais pas du tout. Il y a un roman graphique qui existe, exactement, tu as bien raison. Et puis, il y a le cinéma a évolué autrement, différemment. On est plus dans un cinéma, je crois, je parle de cinéma américain, un peu plus mainstream, où on s'attache un peu plus à la psychologie des personnages, ce qui ne donne pas forcément de très bons films de cinéma, mais ça rentre exactement dans ce que j'ai l'habitude de voir. Ce n'est pas un film de super-héros, mais ça en annonce les couleurs, déjà, d'une part. Et puis, et encore une fois de plus, je prends des éléments qui m'intéressent dans le roman graphique. Je ne suis pas obligé d'être dans une reconstitution fidèle. Je ne suis pas obligé de refaire exactement ce qui a déjà été fait. Cela ne sert strictement à rien. Ce serait même ridicule, je pense. Et moi, donc, ce film m'intéresse aussi comme miroir de ce qu'est encore un certain cinéma américain. Je ne peux pas lui reprocher de ne pas faire comme Alex Proya. J'ai même envie de te dire, tant mieux. Et moi, c'est ça moi, ça me dérange absolument pas tout ça, en fait. Mais oui, parce que il y a un film qui est fait à une certaine période, soit, qui dit aussi du cinéma de cette période-là, et même au niveau de la musique, et c'est très intéressant pour le coup. Mais après, je pense qu'il faut se démarquer un peu de cette période et voir un peu ce qu'il en est. Ça ne donne pas forcément un très bon film. Moi, je n'aime pas ce film-là. Je trouve plus intéressant le film d'Alex Proya, je suis entièrement d'accord avec vous, qui est beaucoup plus ambitieux, et exactement. Mais je crois qu'on ne l'aime peut-être pas forcément qu'on ne l'aime pas pour les bonnes raisons. Enfin, je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer, mais moi, ça ne me parle pas ce que tu me dis, Vivien, parce qu'une fois de plus, mais ça, c'est une conversation qu'on a depuis 2 ans et demi, j'ai l'impression. Oui, complètement. Et donc, mais parce que, en fait, j'ai envie de te dire, mais ça ne sert à rien de refaire ce qu'il a fait, ça ne sert à rien de refaire ce qu'a fait Proya. Non, mais attention, ce n'est pas ce que j'ai dit. Pardon, Alex, je rebondis juste sur ça très rapidement. Ça fait partie de mon ressenti, certes. Voilà. Moi, j'aime bien en fait, pour moi, quand on prend une œuvre, je l'ai déjà dit dans d'autres émissions qu'on a faites ensemble, et on a une responsabilité vis-à-vis du matériau d'origine. Une responsabilité. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire la même chose. Hein. On parlait, et je suis bien placé pour le savoir, le Hobbit, ça n'a plus rien à voir avec les écrits de Tolkien, et pourtant, j'embrasse totalement la proposition de Jackson. Donc, tout dépend ce que tu en fais. Là, je vais faire très, très rapidement, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Donc, ce que m'offre ce film, ce que me propose plutôt ce film 2024, je l'ai dit, c'est une surexposition beaucoup trop longue de développement psychologique de personnages qui peut tenir en quelques flashbacks. Voilà. Et là, ça dure 40 minutes. Et ces personnages, le problème, c'est que, à mon sens, on ne les rend pas attachants du tout. Du tout. Moi, j'ai pas envie de les suivre, j'ai pas envie qu'ils se vengent, je crois pas en cet amour-là, je crois pas du tout en l'alchimie des comédiens, et je crois pas du tout à ce qu'on me propose. Et là, pour le coup, je reste dans le film, tu vois. 40 minutes, c'est beaucoup trop long. Dans ce contexte un petit peu sale, le méchant très caricatural, un peu voilà, un peu mi-démon, mi-magicien, mi-gourou, mi-machin. Là où tu as raison. Oui, dans le premier, il y a une caricature sur laquelle on s'attarde pas. C'est ça la différence. Il y a une caricature qui est de chaque instant, c'est vrai, mais sur laquelle on ne s'attarde pas. Voilà. C'est posé, et Eric vient, il se venge, il repart. C'est tout. T'adhères pas. Voilà. Là, on te survend quelque chose, on te surexpose quelque chose. Voilà, en gros. Mais je vais laisser Alex prendre. Oui, vas-y, Alex. J'en ai trop dit. Reprends la parole, je t'en prie. Non, c'est super intéressant de vous écouter. Je réfléchissais à ce que tu disais, Samir, et sur le fond, on peut pas être en désaccord avec ce que tu dis. Enfin, moi, en tout cas, je le suis pas non plus. Enfin, Vivien non plus, apparemment. Non. Néanmoins, pour moi, il y a quand même un distinguo à faire. C'est-à-dire que il y a s'éloigner, enfin, avoir l'intelligence en fait de l'adaptation. Donc ça, voilà, c'est tout un travail, quoi. Et il y a pas forcément respecter l'œuvre, parce que respecter, finalement, c'est très subjectif. Stephen King estimait que Kubrick n'avait pas respecté son roman Shining en l'adaptant au cinéma. Or, de mon point de vue, il l'a sublimé. Donc, c'est très subjectif. Et d'ailleurs, Stephen King, après, a fait du zèle, enfin, avec l'adaptation très fidèle, cette fois-ci, en téléfilm qui a eu lieu quelques années plus tard, et qui était d'une médiocrité triste, et que lui a adoré. Il a dit, attends, ça c'est génial, c'est ça qu'il fallait faire. Bon,
en fait, je sais pas comment dire, mais là pour moi, ce qu'a fait Rupert Sanders, un réal que j'ai toujours considéré nul à chier, hein, j'assume mes propos. Hein, j'avais juste vu Blanche-Neige et le Chasseur qui était consternant de conneries, enfin, et c'était moche, enfin bon, bref. Mais peu importe. Mais ce qu'il a fait, c'est exactement comme si, en fait, quelqu'un, et d'ailleurs c'est ce qui est en train d'être fait actuellement, il y a une nouvelle adaptation, pardon, de Christine, pour rester chez Stephen King, qui est en chantier, qui va être faite, et ce sera pas donc un remake du chef-d'œuvre de Carpenter, mais bien une nouvelle adaptation du roman Christine de Stephen King. Ouais. Donc ce sera différent. D'ailleurs, L'Oréal l'a déjà dit. Enfin bon. Mais ce que nous offre ce The Crow, c'est comme si le jour de la sortie de ce film qui est en tournage, on découvrait que L'Oréal a décidé par contre de changer la voiture, qui sera désormais une Volkswagen jaune, que par ailleurs ça se situera en fait en Norvège, parce que, enfin, et là, il y a un moment on va dire, là tu ne peux plus. C'est pas une question de t'as pas le droit machin, t'as tous les droits. Mais c'est que là, tu n'as rien compris au bouquin. Enfin, il y a un moment, en fait, moi, ce qui m'a gêné à la vision de cette nouvelle adaptation, c'est que je me suis dit, Rupert Sanders n'a rien compris. Et pourtant, pour moi, The Crow, c'est pas très compliqué, comme l'a dit Vivien. Il n'a rien compris. Et je te rejoins, Samir, quand tu dis, c'est pas parce qu'on change, enfin, parce qu'on adapte un peu, on va dire, par exemple, le son, même le look, éventuellement d'un personnage. Le souci, c'est que là, malheureusement, avec une œuvre pareille, tu ne peux pas le faire sans tout trahir. Mais c'est vraiment, hein, c'est comme si je fais un film sur la vie d'Alice Cooper et que j'ai par contre, il aura les cheveux courts, il se maquillera pas, mais bon, c'est Alice Cooper quand même. Hein. Ah bah non, là il y a un moment, va te faire foutre en fait. Donc là pour moi déjà, Eric Draven avec les cheveux courts, le make-up qui devient anecdotique. Hein. D'ailleurs ça apparaît à la fin du film et t'en as rien à foutre, un peu comme ce corbeau qui le suit comme un pigeon. Enfin, mais enfin c'est consternant. Là pour moi, tu es dans c'est la trahison, mais c'est de la trahison par incompréhension. Et pour moi, ça me pose un immense souci. C'est que là, c'est une adaptation d'un comique, hein, puisque c'est ce qu'il a dit. Il a dit évidemment dès le début, il a dit je vais pas faire un remake du film de Proyas, je réadapte le truc de James Hobart. Mais là, il a voulu donc effectivement, comme tu dis Samir, je pense, il a voulu moderniser une œuvre donc qu'il juge ringarde. Et là, on rejoint ce que tu dis un peu, Samir. C'est qu'aujourd'hui, The Crow, ce serait ringard. C'est-à-dire qu'on est obligé de mettre du hip-hop, on est obligé de lui couper les cheveux, on est obligé de lui mettre des baguilles. Enfin, absolument pas. Et je n'ai jamais tenu ce genre de discours. Je n'ai jamais utilisé le mot ringard. C'est absolument pas ce que j'ai dit. Non. Pour moi, c'est ce que ça exprimait quand tu disais qu'en 2024, les codes, mais moi, je peux que les codes de 94 sont devenus alors ringard, bah si ringard en fait, enfin mais pas c'est pas du tout ce que j'ai dit. Moi ce qui m'intéresse dans l'exemple de pas du tout, et je l'ai même pas pensé. Et non, ce qui m'intéresse en fait, c'est de savoir comment, pour reprendre l'exemple qui est vraiment un très très bon exemple, Christine, parce qu'au moment où tu nous racontais ça, je me disais tiens, est-ce qu'il va utiliser donc toujours le rock'n'roll ou est-ce qu'il va utiliser une autre musique qui peut-être lui convient? Et c'est là en fait qui est très intéressant, c'est que il y a un matériau de base, c'est un roman graphique. Pour Christine, c'est un roman. Il y a un film qui a été fait et ce film-là, c'est d'abord et avant tout le regard de quelqu'un. Pour le coup, c'est un homme et il va utiliser ce qu'il a lu. Il va en faire un film qui va aussi répondre à certains questionnements qu'il a de ce monde. Bon, des décennies plus tard, en 2024, c'est une autre génération. Et parce qu'il y a aussi, je pense, un respect de ce matériau de base, il y a aussi l'idée de se réapproprier ce matériau de base qui date, qui fait partie d'un certain temps, mais qui a encore suffisamment de résonance avec le monde d'aujourd'hui pour qu'il puisse se le réapproprier et le faire à sa manière, parce qu'il y a des choses qui lui parlent, des choses qui l'ont construite, qui lui parlent, qui lui ressemblent. Et il va faire cohabiter ce roman graphique qu'il juge important avec ce qu'il est aussi. Et donc, alors, je vois ce que tu veux dire, mais donc c'est là où je veux en venir. C'est pour ça je l'entends. Et ça, c'est pas le côté. J'ai jamais. Donc, c'est pour ça que le moral. Non, d'accord. Non, et c'est pour ça que moi, ce qui m'intéresse dans Christine, et là, je fais une petite digression, c'est
Oui, Norvège, pourquoi pas? Est-ce que ça veut dire qu'en fait, le roman est tellement puissant, il a une résonance tellement forte avec 2025 ou 2026, je ne sais pas, qu'il va essayer le gars en tout cas, et je sais même pas, j'ai même pas vu le film, je sais même pas s'il a encore été tourné, comment ça peut parler de Christine aujourd'hui? Moi, c'est ça qui m'intéresse finalement. Alors, moi, moi, je l'entends. Maintenant, je campe sur c'est mon côté Sardou, on va dire, vieux réac, qui rejaillit régulièrement. C'est un peu comme Hulk avec David Banner. Voilà, eh bien, dans les villes de grande solitude, cher ami. Bien joué. Je connais mon Sardou aussi. Ah ouais, je fais ça, ouais, tu as tout mon respect. Là, en fait, j'avoue que pour moi, au bout d'un moment, c'est-à-dire que c'est un jeu d'équilibriste. Hein. Après, mon regard sur cette œuvre-là, ce The Crow 2024, je vais dire vite fait, mais c'est-à-dire que j'estime qu'il y a un moment, quand on choisit d'adapter une œuvre, il faut pouvoir, de mon point de vue, convaincre les gens qui vont regarder ta vision à travers ton prisme et tes changements, etc., les convaincre que tu as été touché par cette œuvre. Moi, mais c'est personnel, quand je regarde ce film The Crow 2024, j'ai la sensation que Sanders, non seulement n'a rien bité du tout au message de James Hobart, mais qu'il s'en bat les steaks de la poésie, du gothisme déployé, du côté même fragilité, enfin cette espèce de truc vraiment de balancement permanent entre espèce de mélange de faiblesse et d'indestructibilité, enfin et que il n'a pas compris par exemple l'importance d'énormément d'éléments. Mais c'est mon point de vue, c'est-à-dire que même le maquillage, ce maquillage qui était un maquillage de clown, beaucoup de gens disaient Alice Cooper et tout, mais parce qu'Alice Cooper avait repris un maquillage de clown lui-même en fait, mais à un moment, dans les morts qu'inflige Draven, il y a ces blagues pas drôles, et qu'il surjoue d'ailleurs, où il fait des pirouettes. Enfin, il y a tout un truc de possession aussi et de rôle. Je suis désolé mais ça, pour moi, il ne l'a pas compris. Et du coup, il s'est dit, bon, ça n'a aucune importance. Mais de la même façon qu'il n'a pas compris non plus l'importance de l'esthétisme. Ce que je trouvais très fort avec Brandon Lee, c'était que les flashbacks qu'on avait, où il ressemblait presque à un jeune hippie, enfin tout mignon, tout d'un coup, ses cheveux qui lui tombent dans les yeux, c'est pas anecdotique, ça a un sens, et dans le roman graphique encore plus. C'est comme des lames de rasoir noires qui lui barrent le visage. C'est très important. Donc pour moi dire ouais mais moi il aura une coupe de punk à chien, ok. Donc déjà tu perds un truc extrêmement important dans la BD, qui est visuel. Et après il y a énormément d'autres changements. Donc qu'il ait le droit de le faire, mais bien évidemment que ce soit judicieux, pertinent ou respectueux, c'est d'ordre du subjectif. On est tous d'accord. Et j'ai le droit. Enfin moi en tant que spectateur, quoi, j'ai la sensation, quoi, que il a fait une sorte d'exploit hein, avec ce film. Quand même, faut lui rendre quelques trucs. Il est parvenu à annihiler, mais totalement, la charge émotionnelle du récit original. C'est quand même balèze, quoi. Et de mon point de vue, il n'y a plus aucune profondeur nulle part. Et je rejoins ce qu'a dit Vivien. Leur rencontre devient ridicule, enfin, de mon point de vue, hein, c'est subjectif. Leur alchimie est inexistante au point que plus tard dans le film, quand ils disent est-ce que tu l'aimes suffisamment pour que... Et moi, je regardais ça, je disais mais c'est impossible, ils se connaissaient depuis 15 jours, à part se shooter ensemble et raconter des conneries, ils n'ont rien vécu. Elle est teubée. Alors, je suis désolé, mais ils sont pas attachants du tout. Je rejoins complètement ce que dit Vivien. Tu t'en fous complet. Enfin, moi, je m'en fichais complet. La mort. Non, là, par contre, je veux bien qu'on s'autorise des trucs. Mais le concept de The Crow, c'est que quand la mort est trop atroce, trop injustifiée, vraiment impossible à digérer, en fait, par une sorte de force supérieure, l'âme est autorisée tout d'un coup. Enfin, il y a la magie, en fait, de The Crow opère. Il a changé cette mort, ce crétin. Ils sont tués, mais moi je m'excuse, je trouve pas ça terrible. Moi ça me va de crever asphyxié dans un sac en plastoc parce que t'es un junkie, que t'as fait de la merde. En plus ils ont fait de la merde. Moi je comprends carrément qu'ils crèvent en fait. Pour l'avoir déjà vécu, c'est pas bien, franchement. Non, mais aucune mort n'est bien. Mais il faut comparer. C'est-à-dire qu'à un moment quand tu penses à la vraie mort de Shelley dans le roman graphique et dans le premier film.
et que tu crois que c'est comparable par rapport au récit à une mort d'asphyxie dans un sac plastique, il y a un énorme problème. Enfin, il y a un énorme problème dans ta perception de gravité, de torture, de sadisme, etc. La mort dans The Crow, elle est comparable à la façon dont Murphy se fait exécuter dans Robocop. C'est-à-dire que c'est pas une mort, la mort par terre avec le sac plastoc. Moi, j'étais mort de rire. Hein. Enfin, j'ai dit c'est ridicule. On dirait un mauvais truc de mafia. Et d'ailleurs, c'est des mafiosi. Enfin, mais là, on est dans. Enfin, pour moi, c'est pas possible. Mais c'est juste pas possible. Mais ça s'arrête pas là parce que. Pour moi, il a fait ça aussi pour l'édulcorer. Parce que par contre, dans The Crow, ouais, c'est compliqué d'affronter ça, quoi. C'est très, très violent, quoi. Et là, je pense que de nos jours, en 2024, et là, je te rejoins Samir aussi sur le fait que c'est plus la même époque, c'est plus les mêmes autorisations de liberté, etc. Je pense qu'à un moment, quelqu'un peut-être lui a dit, faut changer les morts des deux, là. Donc voilà, mais au final, elles sont rien d'atroce. Mourir, c'est pas cool, ça je suis d'accord. Mais moi, entre asphyxier au coup de couteau ou machin, on est dans les mêmes. Enfin, pour moi, la mort de Shelley, c'était vraiment un degré très 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 supérieur dans le traumatisme de la pratique. Et ça s'arrête pas là, puisqu'en fait, à un moment, moi j'ai comme eu la sensation que passer c'est comme on dit, passer un cap, y a plus de limite en fait, c'est-à-dire que foutu pour foutu. Et le pire, c'est que j'ai un peu l'impression que c'est ce qu'il est en train de nous dire, mais ça, moi, je trouve c'est un peu désolant ce qu'a fait l'acteur Bill Skarsgård, un peu un travail de sabotage en fait. Et pour moi, quand tu es en promo de ton film, ferme ta gueule, t'attends que la promo soit finie, tu dis pas en pleine promo, le film est nul, j'étais pas d'accord pour que ça se fasse comme ci, comme ça. Non, tu te tais. Enfin, pour moi, ce mec-là, enfin bon, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'on a un projet qui n'a pas été réfléchi et qui, surtout, à un moment, se fiche de tout. Le méchant, sérieusement, moi, quand je l'ai vu, j'adore cet acteur en plus, Vincent, je sais plus comment là, il est génial ce mec, mais il est ridicule. Alors, on va me dire, oui, mais finalement, le chef de bande dans The Crow est ridicule un peu à sa façon. Oui, mais il est cohérent. Là, il y a quelque chose. Moi, j'ai l'impression de voir une version Wish de Al Pacino dans L'Avocat du Diable, quoi. Mais vraiment, mais minable. Enfin, on s'en fout tellement. Et des trucs d'incohérence complet avec la mère de Shelley. Enfin, les bonnes idées, les idées qui ont été ajoutées ne sont pas bonnes, mais aucune de mon point de vue. Et il essaye de donner une force à des éléments qui sont grotesques. Ce blouson en cuir. Ben putain, franchement, il y a plein de moments où je riais, c'était nerveux, quoi. Mais je me disais, mais c'est tellement à chier comme idée, mais comment, enfin, tu t'adresses vraiment à des demeurés de 12 ans, enfin, c'est pas possible, quoi. Donc, vraiment, rien ne va pour moi, c'est totalement subjectif. Ce qu'il est également pour conclure, c'est que même si, mais vraiment, je suis sincère, même, enfin, quel j'ai à perdre, mais même si tout ça m'avait pas dérangé, franchement, quoi. La réal, c'est pas. Alors moi, ce mec, j'ai toujours trouvé à chier, quoi. Mais il a pas fait beaucoup de films, faut être honnête. Mais le peu que j'ai vu, j'ai pas aimé. Mais la réal, elle est digne d'un téléfilm. Mais vraiment, c'est moche, c'est ignoble. Franchement, j'ai pas compris. Les plans sont à chier, les idées de mouvement de caméra, c'est moche, c'est laid, quoi. Il y a une fainéantise dans la réal. C'est compliqué. La photo est moche. Alors, je sais pas qui est responsable de la photo sur ce film, mais quand tu penses à la beauté de la photo dans le The Crow d'Alex Proyas, le travail qui a été fait de cohérence, hein, parce que quelqu'un pourrait me dire, moi, j'aime pas ce genre d'ambiance, mais moi, il y a des ambiances que j'aime pas et je reconnais que c'est très bien fait, très maîtrisé. Là, pour moi, pas du tout. Mais absolument pas. La photo, elle est désincarnée. Il y a des jeux de couleurs, mais immondes. Les scènes où il est dans l'entremonde, enfin on pourrait dire, enfin dans le monde parallèle là. Ça c'est terrible. Là, sincèrement, c'est malaisant. Hein. Non mais c'est malaisant, quoi. Et les répliques, c'est horrible, mais rien ne va. Les dialogues, c'est à chier. Le plus grave, ça reste quand même qu'effectivement ce personnage d'Eric Draven, moi, mais j'en ai parlé avec John Ali et d'autres potes, visiblement c'est très partagé quand même. Il est antipathique. Non mais là, il y a un problème de ressenti. Eric Draven, à travers Brandon Lee, était, moi, il m'avait brisé le cœur au bout de 10 minutes. Sincèrement, dans le film, je veux dire, je suis un petit peu côté fleur bleue peut-être, mais là, ce Bill Skarsgård là, que j'ai rien contre lui, hein, j'avais beaucoup aimé dans ça. Enfin, c'est pas un acteur que je trouve génial, hein, pas mentir, hein, mais rien contre non plus. Je le trouve d'une médiocrité, mais dans son jeu, là par contre, c'est sa faute. Enfin, genre, il est peut-être mal dirigé, mais ça ne suffit pas.
Il est nul, mais nul. Elle, t'as envie de lui foutre des gifles dès le début. Elle, c'est peut-être le pire choix de casting. Enfin, je comprends pas. Je connaissais pas cette actrice, hein, mais ça donne pas envie de la connaître. Rien ne va. Mais en fait, quand j'ai fini le film, je me suis dit, c'est comme tu sais quand tu tiens un truc et c'est rongé par les mythes et tu te dis mais il y a forcément non, rien ne va, rien, mais rien. Et jusqu'au make-up qui est nul, où il a changé, ça lui tombe comme ça sur c'est ridicule. Ah merde, putain, j'étais fâché. Et alors cette fin grotesque à la John Wick, mais alors John Wick, John Wick, moi je suis pas hyper fan, j'aime bien, mais c'est sympatoche avec des chips, bon. Mais là, John Wick, c'est un putain de chef-d'œuvre en réalité. Alors que je le revois maintenant que j'ai vu la fin de The Crow, quoi. Non, mais c'est pas possible, quoi. Là, c'est vraiment, il y a rien. Je peux même pas dire qu'il y a un truc qui m'est plu, du genre sa paire de baskets. Non, rien ne m'a plu, rien, mais vraiment rien. Ignoble, terrible. Et la musique, alors la musique, on va pas s'attarder, mais la musique. Bref. Je voudrais rebondir sur un élément. J'ai donc commandé le steelbook, comme vous l'avez compris. Hein, j'attends la version longue de 4 heures avec impatience. Juste une dernière chose, il nous reste encore quelques minutes, donc je t'en prie, Vivien, pour peut-être le mot de la fin. Vas-y, je t'en prie. Je sais pas si ça sera le mot de la fin ou pas, mais sur tout ce qu'a dit Alex et que je partage assez viscéralement, mais ça, on s'en doutait avant même de s'en parler. Non, c'est sur cette notion de ils n'ont rien compris pour la version 2024. Et il y a un truc de symptomatique. Au cinéma, le héros a besoin à un moment donné d'être mis en difficulté. Ça, c'est que au cinéma. Parce que c'est James Hobart, à aucun moment, Eric Draven n'est mis en difficulté. C'est la puissance de son personnage. Il vient, il a la puissance que lui donne le corbeau pour se venger. À aucun moment, il n'a pas ses pouvoirs, machin. Déjà, en 94, on trouvait le moyen de le diminuer pour que le combat final contre Michael Wincott, qui là, pour le coup, voilà, cette espèce de combat à épée sur le toit, ça c'est vraiment, là on est dans le too much hollywoodien, il n'y a rien de tout ça dans le roman graphique, mais comme disait Alex tout à l'heure, ça passe dans le contexte du film, ça reste cohérent avec la proposition. Voilà. Et ce qu'on lui avait trouvé, qui était somme toute assez logique, c'est tu blesses le corbeau, tu blesses Eric. Bon, voilà, c'est facile, mais ça reste cohérent pour reprendre le mot. Là, dans la version 2024, en fait, ce qu'ils ont trouvé pour diminuer à un moment donné, supprimer les pouvoirs d'Eric Draven, c'est le seul truc qu'il ne fallait pas faire. Ils arrivent à le faire douter de son amour pour Shelly. Et c'est en doutant de son amour pour Shelly qu'il perd ses pouvoirs et qu'il devient vulnérable. C'est le truc à ne pas faire. Alors, ce pourquoi l'œuvre originelle existe, c'est bien ça. C'est l'amour inconditionnel. Le logo du premier film, c'était Love Never Dies. Voilà, mais c'est la même chose pour le comics, etc. Le corbeau te fait revenir parce que tu as eu une mort, on va dire, insupportable, insoutenable et hors norme, et qu'en plus, tu es porté par un amour incommensurable. Et c'est ça qui est beau. Je reprends le mot d'Alex aussi, la naïveté. C'est ça qui fonctionne. Donc, je trouve que dans ce simple, ne serait-ce que ce choix-là scénaristique, au-delà des considérations qu'on peut avoir sur l'esthétisme auquel on n'adhère pas, etc., et la psyché des personnages qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, là, ça prouve à quel point le réal ou les scénaristes de 2024 n'ont pas compris leur matériau d'origine, la substance de ce matériel d'origine. Et oui, moi, ça me pose un énorme souci. Cette musique, et puis une musique qui n'a pas d'âme, bon, ça, là, je rejoins un peu Samir sur les productions de super-héros depuis longtemps. Maintenant, c'est vrai que c'est difficile de trouver une musique qui existe vraiment, avec une vraie identité, etc. Mais là, quand on part pareil, je me répète un peu, mais d'une œuvre qui est à ce point musicale dans son cœur, dans son corps, dans tout ce qu'elle cherche à exprimer, c'est dommage de ne pas au moins essayer de reproduire ça, je trouve, quoi. Et d'ailleurs, je voudrais juste, si c'est effectivement les mots de la fin, on a montré tout à l'heure, voilà, brièvement, l'album des chansons. Alors, c'est ce qu'on appelle le soundtrack, pour le coup. Il y a une grosse différence à faire entre le soundtrack et le score. Donc là, c'est des chansons, on en a parlé. Elles ont été composé ou recomposé ou réadapté spécialement pour le film, donc ça en fait une soundtrack originale. Il y avait bien sûr à l'époque, et c'est là où je veux m'arrêter 2 secondes, la musique de Graham Revell seul, donc ce qu'on appelle le score. Graham Revell, c'est un cas super intéressant en Hollywood, c'est un bad boy d'Hollywood, hein. Il vient du punk industriel, il avait un groupe qui s'appelait SPK, qui est très très intéressant, hyper complexe, vraiment. Et en fait, il commence à faire de la musique de film un peu par hasard, et il développe une capacité symphonique, mais mélangée avec son côté indus, et puis mélangée avec de l'électro et tout ça. Et en fait, ce qu'il fait au tout début de sa carrière de musique de film, c'est aller chercher des sons. Il prend son baluchon,
il fait un genre de tour du monde avec du matériel pour enregistrer des tas de sons du monde entier, et il les sample, et il les mélange à l'orchestre, et ça donne une partition, The Crow, qui ne ressemble à aucune autre dans le panorama de la musique de film hollywoodienne. Et donc, ça, c'est l'album d'époque. Voilà. Et je voulais juste savoir, parce qu'il a été assez peu distribué, mais il existe cette version-ci, qui est une version double CD, avec vraiment l'intégralité des musiques de Graham Revell, y compris des morceaux qui sont pas dans le film et qui sont réutilisés pas longtemps après dans The Crow 2, City of Angels, qui est un très mauvais film, hein, clairement, mais qui a le mérite d'avoir une espèce de tome 2 de Graham Revell qui, pour le coup, vaut vraiment le coup. Juste ça à écouter comme album, c'est comme The Crow 1, mais avec une dimension, on va dire, religieuse en plus, avec des chœurs, avec un petit peu des teintes grégoriennes, des chants d'église, des choses comme ça par-dessus, à cause du titre, City of Angels. Voilà, la notion d'ange est encore plus prégnante dans celui-là. Et voilà, et Graham Revell, c'est quelqu'un que j'ai eu la chance d'interviewer plusieurs fois, qui est passionnant à écouter, qui est convaincu de ses recherches, pas convaincu de ce qu'il propose, ça c'est toujours au public de décider, mais qui au moins a une vraie démarche d'artiste. Et ce qui me plaît autant dans ce prisme The Crow, que ce soit le roman graphique d'origine et le film d'Alex Proya, qu'on l'aime ou pas, qu'on le trouve daté ou pas, ce qu'on ne peut pas reprocher, c'est une compréhension du matériel et un amour viscéral du matériel d'origine. Et c'est peut-être là où j'estime qu'en termes d'adaptation, bien sûr qu'un recréateur, on en a déjà discuté hein, dans plein d'autres émissions, peut proposer absolument ce qu'il veut. À partir du moment où je le sens sincère et habité, ça ne me posera pas de problème. Là, je me retrouve en 2024 devant un pur produit de consommation extrêmement bas de gamme, que je trouve qui n'est certainement pas fait tant à la va-vite que ça. C'est toujours très compliqué de faire un film, etc. Et la preuve, c'est qu'il y a un public qui adhère. Et ça, je reproche absolument rien aux gens qui adhèrent. Hein. Ça n'a jamais été mon propos. Mais voilà, c'est plus fort que moi. Je ne peux, surtout sur une œuvre qui a autant d'histoire sensorielle à la base, quoi. Si tu comprends pas ça, si tu respectes pas ça, voilà. Et quelque part, The Crow 2, tiens, voilà. C'est pas un bon film du tout. Graphiquement, il est même plutôt moche. On part sur des tons jaunes, verts. C'est pas un beau film graphiquement, mais dans son corps et dans son esprit, cette histoire le fait de transposer ça non plus sur un amour de couple, mais d'un amour paternel, ça c'est intéressant. Voilà, la douleur que ce père exprime quand on lui tue son fils et que la vengeance là, elle se joue à un autre niveau. Il y a des choses intéressantes malgré tout dans ce film raté, mais qui a une démarche, en tout cas dans ce qu'il cherche à exprimer à travers son écriture, qui est pas inintéressante, qui apporte quelque chose de nouveau. Voilà. Là, pour moi, 2024. On englobe, comme tu le disais, les codes d'aujourd'hui, mais on régresse beaucoup par rapport au matériau d'origine, dont il ne reste strictement quasiment plus rien. Alors la scène du cheval et des barbelés, qui est un des seuls flashbacks du film, effectivement, il est dans le comic, celui-là. Voilà, mais c'est une vision un peu fantomatique, un vieux souvenir d'Eric Draven qui avait vu un cheval en train de se faire prendre dans les barbelés alors qu'il passe en train, etc. Mais c'est bizarre que finalement, du comics, il ne reste que cette vision-là. Je ne sais pas trop pourquoi. Ça m'intéresserait de savoir pourquoi il a choisi de garder ce passage-là du comics et pas le reste, ou si peu du reste. Mais voilà mon ressenti global. Voilà. Après, je pense ne pas aimer le film tout en restant dans le film pour le film. Tu vois, je pense que The Crow 2024 est un mauvais film par sa forme, par son écriture, par son jeu, par ses choix de cadrage, par ses mauvais effets spéciaux, par un choix musical discutable. Voilà. Donc c'est un film qui me parle pas en 2024, et je pense que c'est pas uniquement parce que je suis un vieux con. Non, mais Vivien, Samir, le film n'a parlé à personne. Faut quand même un moment trouver deux trois jeunes qui ont trouvé que c'était sympatoche, c'est sûr. Deux trois vieux. Et le film a bidé, mais c'est au-delà de bider. Enfin, 50 millions de budget, et à ce jour, les recettes mondiales définitives, c'est 22 millions de. Donc c'est au-delà d'une catastrophe. C'est-à-dire qu'ils vont avoir du mal à s'en relever. C'est-à-dire que les moyennes, mais tous médias confondus. C'est de 1 étoile sur 5 à 1 étoile et demie sur 5. On parle pas, enfin, moi, j'ai trouvé aucun papier qui disait c'est un bon film. Mais aucun. Alors que tu vois, je prenais des exemples, Kubrick, machin. Alors là, oui, on parle de chefs-d'œuvre, enfin, qui ont pris des libertés, je veux dire. Donc, le problème, c'est pas la prise de liberté, c'est le problème de la médiocrité. C'est que ce réel n'a aucun talent. Cet acteur n'en a pas suffisamment. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment, rien ne va. C'est-à-dire que,
personne n'est bon dans ce projet. Donc en fait, les ambitions complètement disproportionnées de dire moi je vais prendre des libertés, je vais changer ça. Ouais, mais si tu t'autorises ça, t'as intérêt à être putain de bon quoi. Enfin c'est le minimum puisque tu as le culot de changer la coupe de cheveux d'un personnage mythique alors que tu prends l'œuvre où c'est hyper important, de changer la narration, des éléments décisifs de l'histoire de base quoi. Donc mais pourquoi pas en fait si le film est bon. Mais le film, et là le monde entier visiblement a été plus ou moins d'accord, jusqu'à l'acteur Bill Skarsgård qui a carrément dit j'ai honte d'avoir tourné là-dedans quoi. Bah fallait pas tourner là-dedans du coup. Enfin, il y a un moment, non, c'est une merde. Je pense que ça va être globalement une espèce d'avis global et qu'il y ait quelques personnes qui disent moi j'ai bien aimé. Ça arrive toujours et c'est la magie du cinéma. Moi j'adore ça. Il y a des films que j'adore et j'ai conscience que personne ne les aime, mais c'est pas grave. Je suis content. Je trouve ça chouette même en fait. Donc moi je trouve ça très chouette que des gens aient trouvé du plaisir dans une œuvre, même si moi je trouve qu'elle est catastrophique. Mais c'est pas grave quoi. Ce que je trouve plus grave c'est qu'à un moment quand tu te dis je m'autorise ci ça et que au final tu as fait du dégueulis. Si tu changes la recette d'un plat et que tu dis, moi finalement, je vais plutôt foutre ça comme ingrédient. Ah ouais, putain, c'est osé, quoi. Mais si au final ton plat est dégueulasse, alors que si tu avais respecté la recette, il aurait été délicieux. Ah bah non, là, il n'y a plus de débat en réalité. C'est que t'es un con, quoi. Enfin, t'as fait de la merde, quoi. Et pour moi, là, sur The Crow, on a un exemple, mais flagrant, d'un gros tas de merde cinématographique. Mais on a compris que t'as pas aimé le film. Ouais. Non, mais personne ne l'a aimé une fois de plus. C'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, on n'est pas très originaux. Enfin, c'est pas. Voilà, moi j'avais défendu des trucs. On n'a pas aimé ce film. Et il y a eu juste un petit moment où il y a une parenthèse sur ce rapport à l'adaptation, et puis c'est tout. Mais oui, le film est pas bon. Et puis pour moi, il est passé. Je suis passé à autre chose, donc il y a pas. Bon, en tout cas, c'était toujours un plaisir, comme d'habitude, de renouer le dialogue avec tous les deux. Si vous n'avez pas vu et l'un et l'autre, et l'une et l'autre version, bah, je vous invite à le faire et puis peut-être à donner vos commentaires, en tout cas en dessous de cette vidéo. Je rappelle, Alex l'a fait en vidéo dans le descriptif de cette vidéo. Je me répète, il y a l'URL de sa chaîne YouTube. On ne dit plus l'URL, je crois. C'est vraiment j'ai très, très bien dit. Alors que c'est l'URL. Bah oui. Donc, exactement. Et Vivien Lejeune, qui n'a pas de chaîne YouTube, mais qui est partout sur YouTube et surtout, il fait une actualité. C'est le dernier livre qu'il ait écrit pour faire d'édition autour du Hobbit. Et ça, vous avez aussi dans le descriptif de cette vidéo un lien qui renvoie à la page dédiée du livre, mais aussi à une série d'émissions que nous avons faites, enfin qu'il a faites. Quel plaisir j'ai eu. Mais quel plaisir j'ai eu. Je te remercie encore de cette fenêtre-là. C'était super. Quelle bonne semaine on a passé. Je t'en prie. La fuite, Vivien. Très bonne journée. Samir, Alex. Et puis à très vite. À bientôt les amis. Ça me fait super plaisir. Ciao. Ciao. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle.